et le top management le voit parce que c'est important que la gouvernance soit en phase avec, bien sûr, enfin, c'est elle qui impulse toujours les stratégies et les postures. Donc, vous voyez, quand vous tapez cette question du management, du leadership, parce que je vais essayer aussi de travailler sur ces deux leviers, on va en parler, vous voyez, ces genres de petits dessins, hein, quand vous tapez sur Google qui apparaissent, voilà, on sépare le boss, le directeur, le dirigeant, le chef, le patron, qui va dire à ses équipes, allez, allez-y, en restant prudemment en arrière. Et puis, je dirais, de façon caricaturale, voilà, en se croisant les mains et les coudes, enfin, sans bouger beaucoup, alors que le leader va devant. Et c'est un petit peu ces deux postures qui sont toujours très opposées. Et je crois qu'on va travailler un peu plus les gris foncés et gris clairs que le blanc et le noir. Je fais rapidement un petit tour sur les représentations millénaires qu'on a et je vous ai mis une petite photo de cette célèbre galerie des batailles à Versailles qui, si vous avez l'occasion de la visiter ou de la revisiter, est une ode à la représentation du leadership. Et c'est ça, hein, depuis des centaines et des milliers d'années, le leadership, c'est un homme. Alors, évidemment, nous sommes dans une culture très européenne, blanc, monté sur son cheval, qui voilà, emmène ses troupes à la bataille. Et vous avez tous les caractères de la virilité, du pouvoir, de la domination, de l'assertivité. Voilà. Il faut comprendre qu'on est habité par ces représentations d'une façon souvent très impensée, parce que si ce n'est pas la galerie des batailles, ce sont toutes sortes de représentations, je vous montrerai tout à l'heure, qui vont de Mad Men en passant par Peaky Blinders. Si on regarde des séries, par exemple, mes étudiants sont très, très, quand je leur demande de me citer des leaders, c'est en général c'est les héros, entre guillemets, des séries qui apparaissent, sachant qu'il y a quelques femmes. Alors, je vais évacuer un débat qui pourrait durer très, très longtemps, c'est manager ou leader, avec cette opposition là aussi très classique, le manager gère, le leader montre la voie, qui n'est pas tout à fait la même chose que la posture dont je parlais tout à l'heure, mais une sorte de schizophrénie des personnalités. Quand on reste dans le monde du management, moi je fais beaucoup de cours de leadership, les leaders, ils ne sont pas très nombreux, on cite toujours les mêmes. C'est des gens comme Steve Jobs, c'est des gens comme Elon Musk, hein. Les leaders ne sont pas tous bienveillants et positifs, il faut le savoir. C'est une caractéristique des managers ou qui sont des managers catastrophiques, hein, au sens de la gestion de la relation humaine, voilà. Mais qui sont des personnes qui ont des visions très fortes, lisez, vous connaissez très bien le parcours de Steve Jobs, on observe celui d'Elon Musk. Ce sont voilà, des visionnaires, des gens qui ont un charisme absolument certain, pas forcément positif, et qui sont des managers assez piteux. Donc, le monde de l'entreprise, on n'a pas tant de noms que ça, vous pourrez m'en citer, mais c'est plutôt dans le monde politique ou le monde militaire qu'on les voit. Moi, je pense, avec beaucoup d'autres auteurs, que la séparation est purement théorique. Alors, je ne vais pas me référer à moi, je vais me référer plutôt à Mintzberg, qui est quand même un des grands gourous du management, qui, dans son livre Voyage au centre des organisations, nous dit: est-ce qu'on peut être un bon manager pendant des années sans avoir une compétence en leadership? Et comment un leader qui dure peut ne pas avoir un minimum de compétences en management? Moi, je pense qu'on peut répondre, bah oui, il faut avoir les deux. Et cette petite composante de leadership ou cette grosse composante de leadership dans le management, c'est important et vice-versa. Donc, je vais écarter et je vais parler de manager ou de leader de façon assez indifférente par la suite. On peut en discuter, mais mon expérience, mes cours me montrent que je crois que on ne se trompe pas trop à pas pinailler là-dessus parce que, une fois de plus, ce n'est pas la réalité. Alors, que disent les théories? Et je vais passer très vite, mais vous aurez les slides. Ça vous permettra d'avoir un petit tour d'horizon qui est assez intéressant quand on remet du contexte, hein, parce qu'on parle toujours de ces choses-là hors contexte ou avec les yeux, alors on va dire de 2023 actuellement, sachant que ça fait plus d'une centaine d'années, enfin une centaine d'années à peu près qu'on parle de ces sujets et qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors, les théories, on commence avec Max Weber. Je vais très, très vite, hein. Début du XXe siècle, on est dans le début de l'industrialisation, hein, même fin du XIXe, c'est la révolution industrielle. Et on va voir que Max Weber, comme les suivants que je vais vous présenter, ça va être
l'obsession, on va dire, de la catégorisation, hein, de faire des catégories de personnes en essayant de dire, et d'ailleurs quand on fait un cours très basique de management, de leadership, on va reprendre ces théories, puis on va essayer de dire aux étudiants, il y a les mauvais, les gentils, voilà comment vous devez être, ce qui fait un petit peu sourire, hein, mais voilà, c'est cette idée de catégoriser. Alors lui, il en a 3, il dit il y a le leadership légal. Quand j'essaie d'illustrer, je reprends par exemple le général de Villiers, hein, qui a beaucoup fait parler de lui, en tout cas dans ses fonctions, une autorité décrétée. Le leadership traditionnel, alors tel que le voit Weber, hein, qui est d'héritage familial, on pourrait citer Martin Bouygues, et le leadership charismatique, voilà, sur lequel qu'on va suivre en vertu de la croyance de sa qualité extraordinaire. Il se trouve que j'avais regardé un documentaire très, très complet sur Chris Martin, le leader de Coldplay. Alors, vous voyez, on n'est pas en management, on a du mal à en trouver en management, et qui m'a semblé vraiment correspondre à cette figure. Alors, une fois de plus, je mets les mots de Max Weber qui ont plus de 100 ans sur des figures actuelles. Mais vous voyez, c'est l'idée, je catégorise. Une femme, la seule, hein, dans le monde du management, dans les théories du management, une femme extraordinaire. Vous voyez, là aussi, 19e, milieu du 20e siècle, Mary Parker Follett. Gardez ce nom en tête, parce qu'elle a été complètement à contre-courant. Elle a eu un succès extraordinaire, mais elle était complètement à contre-courant de beaucoup, beaucoup de théoriciens qui sont passés avant elle et qui lui ont succédé, parce qu'elle est vraiment hyper actuelle. Elle dit c'est anticiper les changements, fédérer les intelligences, renforcer les attitudes positives, être dans le win-win, dépasser les objectifs individuels pour aller vers l'intelligence collective. Et c'est vrai que des auteurs ont dit, très connus et très récents, ont dit, mais si on avait suivi plutôt Mary Parker Follett que des gens comme Taylor, on n'aurait peut-être pas du tout le même monde du management. Elle a eu un grand succès, mais ses théories et ses écrits n'ont pas perduré de la même façon que les autres auteurs que je vais vous citer. Mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans tout ce qu'elle a pu faire. Alors Lewin, que vous connaissez certainement, parce que c'est quelqu'un de passionnant, qui a beaucoup fait de choses sur la recherche-action, la recherche-intervention. Il a beaucoup travaillé sur le leadership. Alors lui, vous voyez aussi, on met des mots sur les mêmes choses, hein. Alors lui, c'est l'autoritaire, le démocratique et le laxiste. Alors il a travaillé avec Lippitt et White sur ces 3 types de leadership. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de recherche-action, donc qui a beaucoup testé. Et il nous dit l'autoritaire, ouais, c'est de la performance, mais au détriment de la relation de confiance. Donc, sur le long terme, ce n'est pas si gagnant-gagnant que ça. Le démocratique, c'est compliqué, mais ça dure sur le long terme. Et alors, le laxisme, c'est la pire des méthodes. Là, il faut arrêter. Et il met en avant l'importance du leader sur la performance d'un groupe. On a MacGregor, très intéressant, MacGregor. Vous voyez, je progresse un peu dans la chronologie. Qui, et ça il faut le garder en tête aussi, nous dit en fait qu'il y a 2 types de leadership, plutôt l'autoritaire et le leadership de développement. Vous voyez déjà, hein, on a toujours ces 2 facettes qu'on nous amène, avec un peu le bad et le good, hein, bad cop, good cop, bad leader, good leader, mais lui il renvoie ça à une vision de l'homme au travail. Et cette vision de l'homme au travail, il dit en fait, il y a une vision qui dit que les individus détestent travailler, font tout pour l'éviter, faut les fouetter pour qu'ils avancent. Et puis ceux qui disent, en fait, les gens sont naturellement motivés pour travailler et c'est en fait des mauvais managements, des mauvaises façons de les accompagner qui les dégoûtent du travail. Voilà. Mais c'est au management d'accompagner le développement. Et quand vous cohabitez, il y en a peut-être parmi vous, moi je suis en sciences du management, quand je travaille par exemple avec beaucoup de sociologues du travail, clairement pour eux, leur posture de base, c'est de dire, en fait, on détruit l'homme qui est naturellement envie de travailler, on le détruit par de mauvais management, souffrance au travail, etc. Voilà, et peut-être qu'une autre posture qui est plus en sciences de gestion, c'est de dire on va peut-être être un peu plus dans un dosage. Voilà, mais c'est important parce que ça peut être tout simplement un manager qui va avoir cette vision de ses équipes, hein, très pragmatiquement sur le terrain. Likert, que vous connaissez certainement par ces fameuses échelles, les échelles de Likert tellement travaillées en marketing, en sondage. Alors, vous voyez, 4 catégories que vous connaissez certainement. L'autoritaire, il n'a pas de confiance. L'autoritaire paternaliste, alors
hein, Michelin, etc., celui qui va suivre ses équipes, le père de famille, on est bien sûr sur des hommes. Le consultatif, alors ça, je renverrai à Steve Jobs, dont j'ai lu la biographie, qui apparemment consultait absolument tout le monde, mais décidait tout seul. Et puis le participatif, évidemment, vous voyez bien le crescendo de la qualité relationnelle du leader-manager. Ensuite, on a un tandem, ce n'est pas un couple, hein, tandem, Robert Blake et Diane Mouton, qui, 69, vont essayer là aussi, mais vous retrouvez les mêmes, hein, le démocratique intégrateur, le participatif social, le laxiste, on retrouve le laxiste, l'autoritaire, l'intermédiaire, voilà, centré sur les résultats et centré sur l'humain. Vous vous situerez en tant que manager là où vous pensez être. On voit bien un petit peu là aussi ce qui peut être un petit peu plus positif dans l'esprit qui nous anime quand on parle de management. Tannenbaum et Schmitt, 73, pareil, ces 2 personnes, alors vous voyez, c'est tous beaucoup sont morts, hein, récemment, plus ou moins récemment, où ils vont faire il est intéressant ce schéma, j'aime bien parce que c'est un continuum, vous voyez? On est plus centré sur le supérieur, plus centré sur les subordonnés. Vous voyez déjà les mots, c'est des traductions, hein, mais compte. Voilà, alors on voit bien, hein, je prends mes décisions, je les annonce, je vends mes décisions, je présente mes idées, mais je demande l'avis, je suis prêt à changer. Vous voyez tout ce, voilà, jusqu'à, je laisse le groupe choisir librement pourvu que certaines conditions soient respectées. On va presque jusqu'à l'entreprise libérée. Voilà, ce continuum. Alors, je le trouve intéressant en se disant pour moi, il y a des moments quand on manage où on va être obligé de prendre des décisions et de les annoncer, puis des moments où on va peut-être avoir le temps et prendre le temps, décider de l'avoir, de partager avec les groupes. Le continuum, je trouve, est toujours beaucoup plus intéressant que la catégorie nette et précise, comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Je continue avec Warren Bennis, alors qui a écrit Profession leader, qui est toute sa vie à travailler sur le leadership, et qui a, voilà, avec Bennis, on rentre vraiment dans quelque chose sur lequel on progresse. Voilà, l'idée de la vision qui permet de transformer la réalité, l'idée d'accepter l'erreur, hein, j'en ai beaucoup parlé lors de rencontres précédentes dans ce cercle, qui encourage le retour d'informations critiques. Vous voyez, là, on est beaucoup plus 20e siècle, hein, voire 21e, la contradiction, le côté positif, l'effet Pygmalion, donc cet effet qui fait qu'on encourage les gens et qu'on capitalise sur leur performance et leurs dons, leurs talents, plutôt que de les décourager, l'organisation évolutive et apprenante, le long terme, la symétrie des enjeux, donc on travaille avec les parties prenantes, on sait évoluer en réseau. Vous voyez, un Bennis porte, même s'il est né très tôt, porte déjà ces évolutions qu'on entend de plus en plus dans les organisations depuis quelques années. Et puis Goldman, voilà, qui, maintenant une trentaine d'années, a mis au jour ce concept d'intelligence émotionnelle et qui nous dit, alors l'intelligence émotionnelle, c'est l'ensemble des facultés, aptitudes, compétences d'une personne à comprendre les émotions et à les gérer, qui fait rentrer les émotions dans le monde de l'entreprise. Alors, ça a été extrêmement repris. Je pense que ça a été vraiment une disruption dans le monde du management. Je dis souvent qu'elle avait été faite, cette révolution, dans le marketing avant, le marketing a compris depuis longtemps que le consommateur achetait, consommait avec ses émotions. C'est rentré dans le monde du travail qui avait vraiment, et c'est encore le cas, là j'ai eu un témoignage récemment d'une dame qui on m'a dit, là vous mettez de côté vos émotions quand vous rentrez dans l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie. On se rapproche, mais je n'en parlerai pas, des soft skills. Et ce concept d'intelligence émotionnelle continue à beaucoup faire de beaucoup prospérer. Lui aussi s'est mis au style de leadership. On ne va pas avoir le temps de regarder. Donc, c'est des auteurs qui ont aussi travaillé avec lui pour reprendre le style de leadership, le style de management. Je reviens sur le fait que les deux sont. Et vous voyez qu'on passe du directif au coach. Directif, une obéissance immédiate, visionnaire, collaboratif, participatif, chef de file, coach. Voilà, alors avec des phrases types, faites ce que je vous dis, venez avec moi, les collaborateurs d'abord, qu'en pensez-vous, faites ce que je fais tout de suite, oui, essayez ça. Voilà, on n'aura pas le temps, on reprendra ça, mais
c'est extrêmement riche. Je voulais que vous l'ayez pour garder en tête que c'est des grilles de lecture qu'on vous, sous forme de formation, sous forme de discours, sous forme de conférences, sous forme de TEDx, voilà, qui reviennent souvent avec, vous voyez quand même des jugements de valeur négatifs, plutôt positifs, positifs. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'interpeller et d'interroger ces jugements qui sont portés sur ces styles de leadership. Alors, il y a beaucoup de nuances, hein, vous le voyez, elles sont introduites. Alors, c'est toujours pareil, hein, plus on est proche du travail, plus on est dans les nuances. Mais je vais les introduire un peu différemment par des citations qu'on va là aussi parcourir assez vite. Mais les citations, les aphorismes sont toujours intéressants parce que derrière des théories assez massives, on voit rentrer souvent des petites phrases qui ne sont pas si petites que ça et qui, là aussi, impriment notre réflexion, nous donnent envie, peut-être, déjà nous titillent, hein, et nous interpellent et nous donnent envie peut-être de regarder les choses différemment. Alors le révérend J.T. Jackson qui dit: «Ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c'est pour l'aider à s'élever». Donc on voit bien, hein, cette notion, d'accompagnement. Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. Hein, la notion d'intelligence collective, la notion de sécurité psychologique, de délégation bien faite, là c'est Roosevelt. Un prof de l'ESCP Europe que vous connaissez sûrement, le manager est un professionnel de la performance des autres. Ça c'est un vrai sujet sur lequel actuellement il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent. Vous voyez, j'ai mis ces images de coaching, alors c'est du rugby, c'est du football américain, le coach qui est là pour porter ses équipes. Warren Bennis, vous voyez, avec cette image de Bonaparte, alors la représentation au pont d'Arcole, le premier parmi ses pairs, prêt à mourir hein, pour montrer l'exemple et tirer ses équipes, la capacité à faire d'une vision une réalité. Devenez le genre de leader que les gens suivraient volontairement. Hein. On ne vous oblige pas, ce n'est pas le pouvoir votre statut qui va faire qu'on va vous suivre, c'est parce qu'on a envie de vous suivre. Goethe disait déjà, un grand homme attire les meilleures personnes et c'est comment les lier ensemble. John Maxwell, les gens investissent dans le leader avant d'investir dans la vision. L'importance de l'incarnation du leadership et la clé d'un leadership réussi aujourd'hui, c'est l'influence, pas l'autorité. Voilà, l'autorité au sens de pouvoir. On voit, vous voyez, ces nuances qui sont introduites par rapport au statut, au pouvoir, à la hiérarchie. John Quincy Adams, si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à prendre davantage, à accomplir davantage et devenir davantage, vous êtes un leader. Hein, cette notion d'accomplissement de ses collaborateurs. Les leaders doivent être suffisamment proches pour entrer en relation avec les autres, mais suffisamment devant pour les motiver. Cette notion de posture hein, avec laquelle j'ai démarré. Ne jamais donner un ordre qui peut être obéi, donc ne pas mettre les gens en difficulté, là on est sur le général MacArthur, et aucun homme ne fera un grand leader qui veut tout faire soi-même ou en obtenir tout le crédit. Donc cette notion de partage et de reconnaissance du travail fait. Voilà, donc ça vient de partout, certaines sont, je n'ai pas daté, mais sont très anciennes, et on voit bien que tout le monde, c'est toujours malgré les catégories, malgré le good et le bad, tout le monde s'est interrogé sur les nuances et le contexte hein, dans lequel on agit. Alors, que se passe-t-il en entreprise? Qu'est-ce qu'on observe? Et je vais y aller là aussi à l'âge. Pourquoi choisit-on d'être manager? Alors, c'est un vrai sujet. J'avais fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, avec vous d'ailleurs, enfin avec l'IGS, sur le sujet de pourquoi on veut être manager, en montrant que ça fait quand même un moment qu'on s'interroge sur l'envie d'être manager. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux grands leviers. Pour le pouvoir, alors pour le pouvoir au sens la promotion, les moyens que ça donne, le statut, parce que dans beaucoup d'entreprises, le management, c'est une façon d'évoluer et d'avoir des marges de manœuvre et d'agir sur les autres. Est-ce que c'est très positif de le faire pour cette motivation-là? C'est un débat que je lance. Et pour le service, c'est-à-dire qu'on a quand même, là je sors d'une étude où j'ai fait des interviews de beaucoup de managers intermédiaires qui ont vraiment une vraie croyance dans cette idée de faire grandir leurs collaborateurs, d'être au service des talents des autres, mais qui disent que c'est pas reconnu. Voilà, qu'ils n'en tirent pas grand-chose, ils le font presque par engagement personnel,
c'est des grosses entreprises et c'est pas forcément, une reconnaissance et en tout cas, ils n'auront pas, ils perdent leur expertise. C'est des métiers souvent très pointus et ils n'auront pas forcément, l'accès, la voie royale, à l'évolution professionnelle. Donc c'est une question que je laisse, ouverte, ça dépend là aussi beaucoup des entreprises mais on voit bien qu'on peut avoir, 2 cheminements, différents. Alors le pouvoir, j'ai parlé du pouvoir, il ne faut pas le confondre avec l'autorité. Le pouvoir, c'est pas pouvoir, hein. Alors j'ai mis pouvoir, le verbe est très différent en définitive quand on y réfléchit, du substantif. Pouvoir, c'est souvent, pouvoir faire des choses, pouvoir faire agencer, pouvoir mettre en place des projets. Le pouvoir, c'est vraiment cette verticalité, cette domination, ces images que je vous ai montrées, militaires, et en fait, ce pouvoir très vertical est de moins en moins, vécu comme légitime, de moins en moins vécu, de plus en plus rejeté. J'ai parlé des entreprises libérées et on le confond souvent avec l'autorité. L'autorité, c'est faire autorité, c'est être légitime. Voilà, je reconnais, mon manager comme quelqu'un, qui est légitime. Il est légitime pour moi. Je lui concède, cette capacité à me faire avancer. Je l'autorise à me donner des ordres. J'accepte qu'il me demande de faire des choses parce que j'ai, confiance en lui, on revient à la confiance, mais aussi parce qu'il a une légitimité et l'autorité ne se décrète pas. Le pouvoir peut se décréter, il est du côté du statut. L'autorité ne se décrète pas. Elle est, une co-construction qui renvoie donc à la reconnaissance de la personne sur qui on veut avoir enfin, on peut avoir autorité et on peut avoir des autorités d'expertise dans les entreprises de personnes qui n'ont pas de statut. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur les réseaux sociaux où des personnes qui n'ont aucun pouvoir font autorité. Et vous avez dans votre vie personnelle et professionnelle des gens qui font autorité, vous leur demandez, des conseils, de l'expertise, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir, dans une hiérarchie quelconque. C'est là qu'intervient, cette théorie, du servant leadership qui a été donc, mis en avant, pendant des années, ça a commencé dans les années 70 avec quelques articles et ça s'est ensuite étoffé par Robert Greenleaf. Donc il nous a quittés il y a déjà 30 ans, mais cette théorie, a fait son chemin et Robert Greenleaf donc nous dit: «Ben, en fait non, c'est un peu ce que je viens de détailler, on n'est pas leader pour avoir du pouvoir et dominer les autres, mais pour les faire grandir» et vous voyez bien que c'était un peu en germe, hein, dans beaucoup depuis plus d'une centaine d'années, dans beaucoup des théories, parce que les théoriciens ne sont pas des gens, uniquement sur une étagère, poussiéreuse, hein, ils regardent aussi ce qui se passe dans les organisations. Alors le servant leadership, c'est très, très, très lourd, très foisonnant, hein, comme il y a des livres, il y a des articles. On peut retenir 10 principes. Alors, il nous dit qu'il faut être attentif aux autres, donc les écouter. Il faut être empathique, donc comprendre ce que vivent les autres. Il faut les soutenir, les soulager, hein, cette notion d'être un soutien. Il faut être lucide, avoir conscience de ce qui se passe. Il faut faire adhérer, convaincre. On est donc dans l'influence, la persuasion, on n'est pas dans le pouvoir vertical. Il faut proposer une vision, vous voyez qu'on s'installe aussi, hein, dans d'autres, enfin, une traçabilité, des théories que je vous ai rapidement tracées. Il faut anticiper les évolutions possibles, être un soutien, donc assurer une présence, faire progresser les collaborateurs et puis il parle de followers. Followers en anglais, ça c'est vraiment le mot, la community, on est plutôt sur la notion d'une communauté. Ce sont les caractéristiques du servant leadership. Si je vous ai passé, vous, un petit questionnaire que j'ai repris d'auteurs que je n'ai pas cités, mais qu'on retrouve dans en fait, les ouvrages de la traduction, pas de moi, c'est ce que je voulais dire, de Greenleaf, on va avoir donc, on retrouve ces notions d'altruisme, de sens de la communauté, d'égalitarisme, de soutien interpersonnel et de solidarité, d'intégrité morale. Alors, je vous laisse regarder les questions et si vous êtes manager, est-ce que vous répondez oui, non, ou on pourrait avoir une petite échelle de 1 à 5, hein. Je fais passer les intérêts collectifs avant les miens.
Je me mets au service des autres sans rien attendre en retour. Cette notion du don, que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui est très intéressante, hein, le management par le don. Je préfère être au service des autres qu'être servi par les autres. Je collabore avec les autres et encourage la collaboration. Je valorise la diversité, les différences individuelles dans l'entreprise. Ça rejoint, vous le voyez, la notion de diversité et d'inclusion qu'on peut travailler par ailleurs. Je considère les effets des décisions de l'organisation sur le groupe, mon groupe de followers. Je suscite l'engagement de chacun au service de notre entreprise. Il y a quelques fautes d'orthographe. Je pense que notre entreprise a le devoir d'améliorer la communauté dans laquelle elle opère. Et il y a des notions qui sont quand même assez morales, hein. On rejoint la notion de leadership et de management éthique par quelques entrées. J'encourage les autres à discuter mes idées, hein. On retrouve cette notion du management participatif. J'invite les autres à faire des critiques constructives. Ouais, en tout cas, je les invite à faire des critiques. Alors après, on va vers la construction en général. Je suis ouvert aux idées, aux propositions des autres, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. Ça, c'est très important, c'est très demandé, hein, le partage des buts et des moyens est de plus en plus demandé par les salariés. Je montre de l'intérêt à apprendre de tous, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. On rejoint là un concept très, très intéressant. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec un philosophe, c'est la notion d'exemplarité. On n'est pas forcément, parce qu'on a un statut, l'exemple. On peut prendre exemple sur des gens qui sont beaucoup moins gradés dans l'entreprise. Tout ce qui est soutien, c'est je traite tous les collaborateurs avec dignité et respect, très important. J'aide les autres à réussir. Je m'assure que les collaborateurs les plus affectés par une décision soient ceux qui ont le plus de contrôle sur la prise de cette décision. On rejoint les notions aussi de subsidiarité, vous le voyez. J'écoute les autres avec attention, notion d'écoute, hein, pas seulement j'émets des mails, des chartes. Voilà, c'est un vrai travail d'écoute. Je fais en sorte que les membres de mon équipe deviennent eux-mêmes des leaders. Je fais grandir les talents, voilà. Et puis ceux qui sont moins talentueux, je les prends quand même en compte. Je me rends compte lorsque le moral d'un collaborateur est bas, sans avoir besoin de poser la question. Empathie, coaching. Et l'intégrité morale, j'agis conformément au comportement que j'attends de mes collaborateurs. On rejoint l'exemplarité. Je refuse d'utiliser la manipulation ou la tromperie pour atteindre mes objectifs. Un débat qu'on peut avoir. J'inspire la confiance à mes collaborateurs. Cette notion de confiance qui, à mon avis, est très clé sur toutes ces questions de management. Je valorise l'intégrité plus que les profits ou bénéfices personnels. On démarre les entreprises à mission. On est beaucoup sur des notions de charte, éthique, etc. Je n'hésite pas à reconnaître mes erreurs, ce rapport à l'erreur, et je promeux la transparence et l'honnêteté dans l'entreprise. Voilà, donc vous avez un peu ce que pourrait être, nous offre Greenleaf sur, je dis, une échelle de 1 à 5, pour savoir si on est un manager, servant leadership, servant manager ou pas. Alors, je terminerai, je finis là-dessus, par quelque chose que j'aime bien, qui est une autre vision. Alors, je vous ai mis, vous voyez, une petite image voilà, qui vous permet de voir qu'on peut voir la même chose sous 2 angles différents. Là, vous avez ou le visage ou l'arbre. Et l'autre vision, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle alors c'est autour du monde du sport, les All-Star Not Stats. Alors c'est vieux, c'est paru en 2009 avec un journaliste qui s'appelle Michael Lewis, qui a fait un très très long article que vous pouvez retrouver dans le New York Times Magazine. Je pense qu'il est encore en ligne. Et qui avait fait une analyse très longue d'un joueur de basket qui s'appelle Shane Battier, vous pouvez taper son nom. Et il avait, mais vraiment analysé très en profondeur le comportement, les impacts de ce joueur qu'il a défini comme all-star no stats. C'est-à-dire quelqu'un qui est un joueur qui a tout d'une star, mais qui n'a pas des statistiques. Vous savez que le football, le basket américain, tout est à base de statistiques, de coefficients, enfin, de prédictions. Voilà. Et il dit, mais ce type, il n'a pas lui-même, il ne marque pas beaucoup de paniers. Enfin, je vous passe des détails techniques que je n'ai pas retenus, mais il n'a pas mais c'est une vraie star du jeu au sens où on ne peut pas s'en passer. Et il appelle ça, et j'aime bien ce concept, swarm harmonizer, c'est-à-dire un harmoniseur d'essaim. Alors, l'essaim, vous voyez, j'ai plutôt mis ce qu'on appelle la murmuration d'oiseau. C'est-à-dire, alors je vous ai mis deux petits extraits de cette d'interviews de personnes qui sont entourées. Alors là, c'est
c'est Michael Lewis qui dit: «Lorsque Battier est sur le terrain, ses coéquipiers s'améliorent, souvent nettement, et ses adversaires se détériorent souvent nettement. Il ne prend peut-être pas beaucoup de rebonds, mais il a une capacité étonnante à améliorer les rebonds de ses coéquipiers. Il a également un don pour passer le ballon à ses coéquipiers qui sont capables de faire de même.» Voilà, lui-même, il ne marque pas beaucoup, lui-même, peut-être qu'il ne fait pas beaucoup, mais il améliore l'équipe quand il rentre dans le jeu. Et son entraîneur dit, je l'appelle le Lego, quand il est sur le terrain, toutes les pièces commencent à s'assembler. Donc, à partir de ce Swarm Harmonizer, il y a eu d'autres articles recherchés, plutôt, il faut le reconnaître, dans le monde du sport, mais je me dis qu'il y a quelque chose peut-être dans l'entreprise d'intéressant. Ces gens qui, peut-être sans statut, sans carte de visite, qui font voilà, que quelque chose se passe, qui créent une intelligence collective et qui embarquent leurs équipes au-delà d'une question purement de management et de leadership. Mais je livre ça à votre réflexion et je vous laisse donc la parole et place à tous les échanges par rapport à vos vécus, vos expériences, vos envies aussi dans vos entreprises. Merci Isabelle. Hein, toujours, en tout cas, enfin, ça reste un avis personnel, mais tu nous aides toujours à prendre autant de recul, hein, sur des choses qu'on peut observer au quotidien. C'est toute la richesse de tes interventions aux côtés de nos formateurs un peu plus, on va dire, managers opérationnels et la double compétence académique opérationnelle fait du bien. Bon, c'est toujours pareil, c'est quelle est la première personne qui souhaite prendre la parole? Alors, j'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont commencé à être posées sur la conversation. Moi, donc n'hésitez pas, hein, ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras. On est là, on est une petite trentaine, c'est bien ce matin, autour de l'écran. Moi, j'avais une première question, hein, Isabelle, c'est quand je vois je sais pas comment tu l'appelles, le référentiel là, du servant leader. Bon, il y en a vraiment des personnages comme ça en entreprise? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est, qu'est-ce que vous observez vous dans vos entreprises? Comment toi tu observes ça par rapport à tes recherches, par rapport à, comment se positionne le manager par rapport à ce référentiel quelque part? Alors, je vais parler de chercheuse, mais aussi j'ai été manager longtemps. C'est pas simple, hein. C'est pas simple et on se rend compte que, la pression et c'est là où revient ces sujets de tension de rôle, la pression qu'on impulse sur les managers intermédiaires est telle qu'ils ont beaucoup de difficultés à prendre le temps parce que tout ça demande du temps, il faut vraiment qu'il y ait un écosystème dans l'entreprise qui favorise ce type de comportement. Mais je vais laisser la parole, aux personnes parce que justement, les contextes peuvent être très différents. Moi, j'observe que c'est souvent pas le cas parce qu'il y a la pression du quotidien, parce que la gouvernance, elle va demander ça au management intermédiaire. Je l'ai vécu récemment dans une grande boîte, mais pas du tout se comporter comme ça. Voilà, donc je vais laisser la parole, hein, je pense, aux personnes qui sont parmi nous. Alors, Parce que je crois que quelqu'un a dit «oui». C'est pour ça oui, que oui, ça alors m'intrigue. j'ai vu, donc il y a Anne-Sophie notamment, il y a Anne-Sophie, il y a Christophe. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Anne-Sophie, sur la réflexion en cours? Et Oui, je suis Christophe? oui, Oui. entièrement d'accord bonjour. avec Anne-Sophie sur votre, c'est le Allez-y, grand allez-y sujet. Anne-Sophie, Oui, allez-y. bonjour, je suis désolée. Je mets pas ma caméra, mais voilà, c'est simplement que pour moi, nos managers et surtout les personnes qui sont promus managers, parce que bah, pareil, ils ont une promotion ou alors ils viennent d'arriver, euh, leur, leur expliquer, les former sur déjà la culture de l'entreprise, de savoir, de connaître leurs équipes. On leur donne très peu d'informations sur cet accompagnement-là. C'est ce qu'ils doivent faire, à part la partie opérationnelle sur lesquelles ils ont leur expertise. Il leur manque clairement. euh, euh, bah, pour moi, c'est de l'attractivité, c'est la marque employeur, c'est la culture de l'entreprise, le sens de l'entreprise, elle est pas spécialement perçue. Autre chose aussi, c'est sur leur temps de travail, entre le temps de management et le temps opérationnel par rapport à leur expertise, n'est pas très bien calculé, je trouve. Nous, en tant que RH, on a ce travail-là à faire. On a beaucoup de choses encore à mettre en place, des formations, des accompagnements. Et c'est un grand manque, je pense, et ils sont en souffrance, surtout ces dernières années, je trouve.
Si je peux me permettre, vous êtes Ouais. enfin, je suis complètement en phase avec vos remarques, votre analyse. Euh, on ne forme pas au management qui est un vrai métier. Et en effet, il y a ce deal entre expertise et management qui est extrêmement complexe à manipuler dans beaucoup d'entreprises. Et quand je dis expertise, ce n'est pas forcément que des ingénieurs nucléaires, hein. Bien Et sûr. vous montrez très bien, en fait, il y a des arbitrages temps. Je pense aussi, là, j'ai fait une interview, vous retrouvez sur LinkedIn, mon LinkedIn, une interview assez longue où je développe l'idée aussi que peut-être ces dernières années, on s'est trop attaché aux soft skills et qu'en définitive, il y a des hard skills du management. On apprend à conduire une bonne réunion, on apprend à faire un bon entretien d'évaluation, on apprend à, voilà. Et c'est pas quelque chose de mou, c'est pas quelque chose qui est uniquement basé sur la volonté personnelle. Voilà. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur le sujet. Les prédispositions existent, mais elles se travaillent. Et là, on ne prend pas le temps de former au management des experts qui sont souvent après désarmés. Et quand on est désarmé, on est insécure. Quand on est un manager insécure, ben, on n'est pas un manager servant. Exactement. Et on ne donne pas spécialement un enfin, Non, l'exemplarité ou donner du tout à sens fait. à nos collaborateurs est extrêmement difficile. Et leur accompagnement, comme vous disiez, on prend image peut-être de quelqu'un d'autre et pas de son manager direct, simplement parce qu'on se dit, il n'est pas spécialement compétent en fait. Et on n'est pas entendu, donc on fait autre chose. On passe par Tout à autre fait. chose. Et Tout le à manager fait. nous manque beaucoup, je pense. Et après, il se retrouve avec des problématiques de gestion aussi de ses services parce qu'il n'est pas accompagné non plus là-dessus. Et il ne peut pas travailler en amont. Oui, oui, je l'ai observé souvent. Je Ouais, vois alors, que Jules juste, François, oui, bah, ouais, allez-y. ouais, parce que c'est super intéressant parce qu'en fait, on a tous été managés et on a tendance à reproduire la façon dont on a été nous-mêmes managés en se disant, c'est comme ça qu'il faut faire parce que si lui le fait, c'est qu'il le fait bien. S'il est là, c'est qu'il le fait bien. Et donc, je refais la même chose, sauf que je suis complètement d'accord. On s'est concentré sur les soft skills. Il y a des techniques de management, techniques qui ne sont pas toujours connues, parce qu'il y a un plafond de verre, parce que c'est pas parce qu'on a été un super ingénieur ou un super technicien qu'on sera un bon manager. Et beaucoup de gens managent en pensant bien faire et ils font clairement d'énormes conneries, quoi. Et il y a une conscience collective dans l'entreprise qui met les curseurs à une certaine hauteur en disant, voilà, notre type de management, il est là, et en réalité, il est obsolète, quoi. Il est complètement obsolète. Et ça devient très difficile parce que c'est quelque chose le management, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas binaire, c'est pas simple, c'est lié au vécu, c'est lié au caractère de la personne, c'est lié à, à la manière dont on envisage soi-même les choses, au respect qu'on porte aux personnes. Et effectivement, par manque de temps, par manque de formation, par manque de confiance réciproque en soi et celle qui nous est portée par la direction, tout ça fait que il y a de la casse. Il y a de la casse et on se retrouve avec des gens qui ont un vrai potentiel et qui s'en vont, non pas parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de l'entreprise, mais parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de leur manager. Et je trouve que c'est dramatique parce que c'est une perte enfin, on sait tous ce que ça coûte de recruter quelqu'un, de le former, de le faire monter en compétences, et c'est une vraie perte de valeur ajoutée. Et là, on touche quelque chose qui est, comment dire, le, le cancer est quand même fortement généralisé là, et je ne vois pas comment. Enfin, faudrait en venir à l'ablation. Enfin, clairement, il y a des gens qui devraient être sortis. Jules François, Isabelle va nous répondre. J'ai vu aussi qu'on avait Alexandra qui avait levé la main, hein, on va dire ça comme Pardon. ça. J'ai vu Christophe, il y a David.
Pardon, je monopolise. Isabelle, je te laisse répondre et puis après, Très Alexandra, court, on va vous passer la parole. Ouais. très court, le diagnostic est posé, en effet très médical, il est posé. Par contre, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, parce que l'entreprise libérée, ça partait de ça, hein, il y a 20 ans, c'était vraiment, il y a un management qui est beaucoup trop toxique, on peut se passer des managers. Moi, j'ai vu des expériences qui ont été menées grandeur nature, il y a des thèses de sciences de gestion qui sont sorties là-dessus, même des thèses en sociaux, qui montrent qu'on a besoin d'un cadre. Dans une organisation, on a besoin d'un cadre. Donc, ce n'est pas en soi les managers ou le management qu'il faut remettre en cause, mais en effet la façon dont on doit le conduire. Et on revient, et vraiment, je partage votre diagnostic, au fait qu'on ne forme pas, ce n'est pas un métier, c'est un truc en plus. Là, j'ai mené des interviews, c'est des gens qui disent toute la journée, je fais l'opérationnel, on est à des très hauts niveaux, hein, toute la journée, je fais l'opérationnel, et le soir, le week-end, quand j'ai le temps, voilà, je fais. Par exemple, vous disiez donner du sens. Je vais simplement m'arrêter là-dessus. Je travaille actuellement avec une nuée, ils sont des milliers, des centaines de directeurs de collège, proviseurs de lycée, toute cette population qui manage, sans prononcer le mot, hein, qui ont tout le temps des projets à mener, etc. Un de leurs problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à donner du sens aux réformes qui tombent du haut. Alors, petite réforme, grande réforme. Mais il faut du temps pour ça. Quand il faut lire 100 pages ou 50 pages d'un truc hyper complexe qui vient du ministère pour en faire 5, 6, 10 slides ou une petite synthèse qui donne du sens, mais il faut y passer des heures. Alors, ou vous sacrifiez toute votre vie de famille en le faisant tout le week-end, ou vous ne le faites pas. Du coup, vous reproduisez le charabia administratif et il n'y a plus de sens pour personne. Et c'est un exemple que je viens de vivre en termes de témoignage, mais qui est typique de cette absence de compétences, parce qu'il faut des vraies compétences, mais aussi de temps. Et voilà. Et la perte de sens, elle est sur des choses très concrètes. Alexandra, vous vouliez Oui, intervenir? moi, je voulais simplement. Alors, je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été partagé, mais je trouve qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les managers. Alors, ça dépend peut-être de la taille de l'entreprise et du service, mais il y a une sorte de schizophrénie entre ce que les RH et peut-être les directeurs attendent de leur manager, qui est plutôt une position de manager coach, d'embarquer les troupes et effectivement de les faire adhérer, et certaines équipes qui ont malgré tout besoin d'un manager expert. Et sans cette expertise, il peut y avoir un manque de reconnaissance et donc d'autorité dont vous parliez tout à l'heure. Et je trouve que ça, c'est une vraie difficulté pour les managers aujourd'hui. Vous avez raison, c'est ce que je disais, il n'y a pas de tout noir et tout blanc. Et c'est vrai que l'autorité, au sens où je la décris, qui est une définition de l'autorité, cette reconnaissance de la légitimité, elle est difficile si on ne connaît pas un peu le métier. Vous voyez, vous avez tous connu, là j'ai travaillé récemment avec une entreprise qui a été reprise par de nouveaux actionnaires, avec une orientation extrêmement différente. C'est-à-dire que ce n'est plus le métier industriel qui compte, c'est la finance qui gouverne. Vous voyez ce que je veux dire? Les managers qui arrivent sont des experts. Ils sont des experts de la finance. Et on voit se splitter, l'identité professionnelle qui disparaît. Tout le monde est taxé d'incompétent parce qu'on ne regarde pas l'organisation, le flux d'activité de la même façon. Les uns le regardent avec une compétence et un sens financier, les autres avec une compétence métier. Et là, il y a un vrai hiatus, en effet. Je ne reconnais pas mon manager parce que je ne lui reconnais pas la compétence métier. Il n'y connaît rien. Quand on regarde la stratégie qui vient du haut, ils sont compétents, ces gens-là, mais ils sont compétents sur une autre direction. Et vous avez tout à fait raison, je vous rejoins, il y a beaucoup d'ambivalence dans ces sujets-là. Est-ce qu'il faut avoir fait tous les rayons d'un magasin pour être un bon directeur d'hypermarché? Est-ce qu'il faut être… voilà. Alors, le contexte nous aide aussi, l'histoire des entreprises, mais les réponses ne sont pas simples. Christophe, vous vouliez intervenir? Vous avez une belle piscine derrière vous? Je ne sais pas si… Ah oui, non, mais bon, j'aime bien les images de fond qui sont poétiques et bucoliques. Non, mais c'est sympa, ça fait plaisir le vendredi matin comme ça. Exactement, ça met un peu d'ambiance. C'est ça. Moi, je dirais, alors il y a plein de choses extrêmement intéressantes, hein. Bon, moi, j'ai la prétention d'essayer de me battre tous les jours pour être un servant de leadership. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas le temps, parce que personne n'a organisé dans une entreprise un tiers-temps pour les managers.
hein, voilà, bon. Ben, si, chez Intermarché, parce que les adhérents font autre chose. Hein, et ils ne sont pas dans leur point de vente. Donc voilà, ou chez Leclerc. Mais moi, je viens de la grande distribution et je considère que le tiers-temps est quelque chose d'extrêmement important. C'est un tiers pour la gestion, un tiers pour le point de vente, un tiers pour le management. Voilà. Et donc, quand on fait ça, on est capable d'équilibrer ce qui est le travail opérationnel au sein des équipes, ce qui est la finance ou la vision différente dans la vie d'entreprise par rapport au quotidien, et également le service, aux autres, alors que ce soit en interne pour ses propres équipes ou interne au groupement. Donc, développer la vision, développer une stratégie et être capable de dire à ses collaborateurs, c'est là qu'on va. Confucius disait, il n'est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ça, c'est ma religion absolue et je l'écris sur tous les tableaux à l'entrée de chacune de réunion. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à déterminer la fin de notre réunion d'1 heure, où on va, on n'arrivera pas à le mettre en œuvre. C'est impossible. Donc, le but du jeu, c'est de fédérer. Et de fédérer les gens sur l'objectif qu'on a défini ensemble à la fin de cette réunion. Du coup, on en fait moins. Du coup, on gagne du temps. Du coup, on devient efficace. Mais néanmoins, il y a une petite chose qui me choque depuis, je vais dire 10 ans. Parce que maintenant, je suis vieux. Voire même très vieux, puisque je serai à la retraite dans 2 jours. Mais à l'âge de la retraite dans 2 jours. Mais en fait, c'est la non-volonté de la jeune génération de gaspiller ou de brûler de l'énergie pour le bien collectif. Alors, s'ils n'aiment pas leur job, pourquoi ils y restent? Et ça, c'est Isabelle, une vraie question. Pardon, Christophe, je vous en Vas-y. prie. Non, je vous en prie, c'est vrai que c'est Je finis juste ma question. Hein. C'est chacun peut avoir une bonne raison de ne pas être bien dans son job. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes adultes, responsables, et on peut se barrer. On est en CDI, on n'est pas en CDD, on n'est pas au goulag. Pourquoi il reste et qu'il souffre? Alors, le manager, et moi je le fais tous les jours, quand je vois quelqu'un qui a une baisse de motivation, je lui demande pourquoi. On se voit. Et en fait, ça peut être un sentiment de manque de compétences, un manque d'information, un manque de compréhension. Sauf que ce n'est pas formulé. Donc si, en tant que servante manager, on est capable, 1, de le voir parce qu'on est à l'écoute, 2, de poser la question en face-to-face, et 3, de dire « Ok, bah voilà, chérie, t'es gentil, mais enfin, tu voudrais être ceci ou tu voudrais être cela, sauf que ça sera dans 3 ans et tu as telle et telle étape à passer. » Ou bien tu acceptes de faire l'effort et tu y arriveras, et tu sauras ressembler à tes petits camarades qui savent le faire, ok? Ou bien tu ne te sens pas capable de faire l'effort, et la question c'est pourquoi tu restes? Mais je suis pas forcément très très bienveillant. Enfin si, c'est de la bienveillance parce que tu leur dis franchement, à mon sens. Mais il faut aussi avoir le courage de dire aux gens les choses. Si tu leur dis pas, c'est pas clair. Et ensuite, ils sont malheureux. Et comme tu leur as pas dit clairement, ils te respectent pas non plus. On touche à des sujets, Isabelle, qu'on a déjà un petit peu abordés, c'est vrai. Désolé. Non, mais qu'on n'a pas résolu. Ce sont des sujets qu'on a abordés lors de cercles précédents sur l'authenticité managériale, sur la relation des jeunes générations aussi au management. On s'était posé la question la dernière fois sur, on constate quelque part un manque d'engagement aussi dans la fonction managériale, moins d'envie. On avait tranché aussi sur cette approche intergénérationnelle, tu te souviens, Isabelle, en disant que finalement, voilà, c'était. Il y avait voilà, donc je te laisse rebondir sur tout ce qu'on s'était dit sur les derniers cercles sur le sujet. Oui, alors ça va être très court. Enfin, je vais essayer d'être très court, mais c'est vrai que je ne peux que adhérer à tout ce propos qui a été dit, qui dit plein de choses, qui dit en effet, vous parlez de manager coach, c'est toute cette partie empathie qu'on doit avoir, comprendre les émotions des autres, les gérer, aller au-devant de quelqu'un qui n'est pas bien. Une notion, mais alors essentielle, le courage, la notion de courage managérial, dire les choses. Combien de managers, faute de technique, vont fuir? Et ce que je disais dans la dernière interview que j'ai faite, c'est qu'on a aussi toute une batterie maintenant d'outils qui nous permet de fuir. C'est-à-dire, on ne va plus faire les entretiens d'évaluation face-to-face, mais on va faire du 360 degrés en remplissant plein de petites cases avec un outil qui permet de ne jamais rencontrer les personnes. Voilà, donc la notion de courage est très forte. Vous avez complètement raison. Alors, où je suis moins, comment dire,
Moi, j'ai m'inscrit en faux sur la notion de génération, au sens les jeunes ne veulent rien faire, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne pensent qu'au RTT. Voilà. Il y en a des très, très Voilà. bons. Et j'essaie de me battre, d'ailleurs, j'ai pas mal de DRH qui me demandent des confs là-dessus, je suis pour l'intergénérationnel. Et je redis une chose, je crois que j'avais fait une petite conf là-dessus dans le cercle, c'est ne confondons pas génération, qui voudrait dire que parce qu'on est né en France en 1995 ou en 1980, on a tous les mêmes comportements. Ce qui est vraiment du bullshit. C'est pas parce qu'on est né la même année que quand on est fils d'avocat parisien ou fils ou fille de, je sais pas, de personnes sans emploi dans la Creuse, on n'a pas, voilà, on partage pas les mêmes. Il y a une diversité. La notion de génération n'a pas. Par contre, il ne faut pas confondre avec parcours de vie. Quand on est jeune, moi je vois mes étudiants, mais ça a été votre cas il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, on est appétant, on a un idéal, on se rêve sur quelque chose. On dit à ses parents, mais toi tu es un vieux con, je ne ferai jamais comme toi, jamais j'irai bosser comme toi, jamais j'accepterai que mon patron, enfin, on est envahi d'images comme ça, et c'est normal, on se construit sur autre chose. Et je vois mes étudiants, qu'est-ce qu'ils sont déçus par leur premier stage? Beaucoup, hein, statistiquement, par leur premier, parce qu'ils ont rêvé autre chose. Et quand on démarre dans la vie, ben on est à la fois, on a envie d'autre chose, et on peut se permettre de dire au bout de 6 mois, je me tire, parce qu'on n'a pas les enfants, on n'a pas le loyer. Vous voyez, et la notion de parcours de vie, depuis Socrate et Aristote qui en ont déjà parlé, des effets de génération, les jeunes ne veulent rien faire, n'ont pas de respect pour leur... Voilà, il fait qu'il y a un moment, eh ben, on est coincé. Donc, vous savez, cette notion entre le bonheur naturel et le bonheur fabriqué. Donc, à 40 ans, 45 ans, on a 2 gosses, caricature, on a un loyer, on a des remboursements. Ben, on se dit, après tout, j'accepte beaucoup de choses. Je ne peux pas me tirer. Et quand vous regardez la fameuse grande démission, qui est plutôt une grande mobilité, c'est quoi? Aux États-Unis comme en France, c'est les jeunes qui sont partis au bout de 6 mois parce qu'ils avaient la possibilité de le faire, ils sont mobiles, et les personnes qui ont anticipé sur leur retraite. C'est ça. Voilà. Et ne confondons pas génération et parcours de vie. Et c'est normal, en 2023, ça sera le cas en 2043. C'était le cas en 1923 ou au XVIe siècle, parce qu'on retrouve des écrits dans ce sens-là, qu'à 20 ans, on ait envie d'autre chose que d'une vie qui n'est pas forcément celle qu'on a rêvée. J'ai beaucoup travaillé sur quand vous aviez 6 ans, et je vous pose la question à tous, quand vous aviez 6 ans, 8 ans, et qu'on vous demandait, vous savez, la fameuse fiche, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier? Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait j'ai envie d'être directeur de supermarché, j'ai envie d'être contrôleur de gestion. On a d'autres. Et il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ce que je dis. Après, les gens disent mais je suis très heureux dans le métier que je fais. Voilà. Donc, moi, je voulais être plongeur avec Cousteau, ok, voilà. Et je ne l'ai pas fait. Hein, voilà, oui. Donc on est d'accord. Par contre, je respecte intensément ceux qui, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, prennent la décision de partir. C'est-à-dire qu'ils ont fait un diagnostic, ils ont fait leur introspection et ils prennent une décision d'adulte, pas une non-décision d'enfant assisté. Et eux, je les respecte. Et il faudrait que l'entreprise, j'ai beaucoup écrit là-dessus récemment, c'était dans un papier dans les Échos par exemple, soit capable de mieux gérer ce qu'on va appeler le off-boarding. C'est-à-dire à quelqu'un, je te prends, on va rester ensemble. Moi, je faisais ça hein, parce que à l'université, on ne peut pas promettre du développement, les salaires sont... Je te prends, je t'accompagne, dans 3 ou 4 ans, je sais que tu vas partir parce que si tu es bon, tu vas partir. D'ailleurs, le fameux turnover et la fameuse rétention... c'est le cache-misère de tellement de choses. Bon. Mais je serais peut-être contente de te retrouver dans 5 ans après parce que tu reviendras. Et là, je crois qu'il y a une vraie compétition, une vraie transmission entre les entreprises qui serait intelligente à mettre en place au service des salariés. C'est un peu un autre sujet. Des anciens collaborateurs ou des anciens collègues sur mes 40 ans de carrière, un peu plus de 40 ans de carrière, j'en ai aujourd'hui 200 qui m'appellent au moins une fois par semaine. C'est génial. Parce qu'en fait, on a gardé ce lien de confiance, voilà, et donc on est dans leur intimité, ils nous racontent des trucs, voilà. Et sur les 10 dernières années, moi, le shift que j'ai vu, c'est
les gens avec qui j'arrive à avoir ce type de relation ou à le construire progressivement en 3, 4, 5, 6, 7 ans, c'est tous des Maghrébins. Ils veulent tous s'en sortir. Et donc, voilà, et je pense que c'est ça leur moteur. Et donc, il y en a, je suis resté 6 mois avec eux. Mais ils ont fait des super trucs. Mais ils ont choisi de les faire. C'est leur décision. Christophe, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette décision-là. On l'a perdue, on est trop assisté. On pourrait en discuter, effectivement. Chez IGS, on a bon, tout à l'heure, je présentais en introduction pour ceux qui sont arrivés voilà, un petit peu après. On a notamment un pôle insertion dans nos activités chez IGS et on est habitué à accompagner aussi des personnes qui veulent s'en sortir, qui ont un petit peu moins de chance que d'autres dans la vie au démarrage. Et donc, c'est des sujets aussi qu'on traite régulièrement. David, je voudrais te laisser la parole. Je vois que tu lèves la main là, depuis un petit quart d'heure. Toi qui es dans le monde des services, justement, voilà. Comment tu vois les choses et sur quel sujet tu voulais intervenir? Alors, merci de me donner la parole. Déjà, juste faire une transition avec une partie des propos précédents, c'est de dire, enfin, moi, ce que je re-questionne aujourd'hui, c'est pas la capacité d'attirer des talents et surtout de les laisser éventuellement partir. S'ils veulent partir, ils partent. C'est plutôt de se proposer la question de pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'on peut faire pour re-questionner notre capacité à les conserver, à les accompagner. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors moi aussi, je suis un vieux manager, je suis un petit peu moins vieux que Christophe. Ouais. Maintenant, je ne suis pas encore à la retraite, mais j'ai 25 ans de management derrière moi et mon regard sur le sujet, c'est que il y a quelque chose d'un peu ambigu aujourd'hui ou d'ambivalent qui consiste à dire qu'on n'a jamais autant théorisé les concepts managériaux. Alors, c'est un peu dans la bouche de tout le monde, que ce soit les RH. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité d'avoir un avis sur ce que doit être le management. Et je trouve que, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à manager, c'était plus simple. Alors, certes, plus maladroit, plus empirique, plus dans l'expérientiel, dans l'erreur, dans la boule au ventre, dans j'aurais pas dû dire ça, etc. En revanche, il y avait quelque chose d'un peu, comment dirais-je, d'un peu visible, d'un peu. On savait ce qu'on attendait du manager, et c'était assez clair. Aujourd'hui, on attend du manager un espèce de Superman, en même temps empreint de tout ce que vous avez montré, Isabelle, en termes de développement de leadership. Alors, on travaille sur des modèles de leadership de partout, mais quand ça va bien, on dit il est vraiment super. Dès qu'il y a un couac, en fait, on oublie que la conduite du changement, les organisations dans lesquelles on travaille aujourd'hui méritent des détours et des capacités d'adaptation et de compréhension de son environnement qui sont incroyablement difficiles. Moi, je n'ai jamais autant travaillé que ce que je travaille aujourd'hui et pourtant, j'ai un background managérial très important. Et donc, je me dis, punaise, on est tombé dans un espèce de contraste où on sait ce qu'est un manager bienveillant, on sait vous rappeler qu'il faut absolument être bienveillant. En revanche, en parfaite contradiction avec l'exigence de l'immédiateté des résultats qui sont presque, j'allais dire, antinomiques avec cette idée de conduite du changement. Et moi qui suis dans un groupe qui travaille axé sur du business, de la rentabilité, alors je dirige un service formation assez important. Et en fait, voilà, alors c'est marrant parce que je sors de mon entretien annuel il y a quelques jours. Et non, franchement, ça va. Mais bon, il faudrait quand même corriger ça. J'ai dit, écoute, je pense que tu as dû oublier les 3 dernières années, d'où on vient et là où on en est aujourd'hui. Ouais, mais quand même. Et là, je me dis, punaise. Alors, il faut garder la tête froide. Et ça, c'est l'avantage de l'âge et de la hauteur qui est la mienne, de me dire, je ne vais quand même pas me laisser déstabiliser par un propos aussi facile. En revanche, ça me questionne. Et quand je vois aujourd'hui l'espèce de résilience qu'il faut avoir pour aborder les choses de cette manière-là, ça ne m'étonne pas, et ça rejoint à des précédents cercles, où il y a une désaffection de l'intérêt pour ce type de fonction, et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui feraient encore mieux que moi, sauf qu'on ne les laisse pas arriver là où je suis.
Donc, ce que je me dis, c'est que voilà, je voulais soulever cette ambiguïté entre la projection du manager coach. Par contre, en dessous, on demande toujours d'être très directif parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats immédiats. Par contre, on n'inscrit rien dans la durée, on ne construit pas de valeur. Donc, je suis régulièrement en évangélisation sur ces sujets-là en interne quand je discute avec mon top management. Et on est tous d'accord sur la vision. Par contre, sur le chemin, alors là, pas du tout. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous livrer en termes de réflexion. Ouais, Isabelle, par rapport à cette ambivalence, effectivement, entre l'immédiateté qui nécessite peut-être plus, si on revient à la question du jour, pouvoir ou service, l'immédiateté, on serait plus dans l'autorité, le pouvoir, et puis travailler le développement, on serait plus dans le service. Enfin, j'essaie de faire un raccourci à la Damien. Comment tu vois les choses? Non, mais c'est en effet, c'est l'ambivalence avec les doubles contraintes, tout de suite, plus de chiffres, mais en même temps être bienveillant. Donc des tensions de rôle sur lesquelles on a déjà beaucoup discuté, qui mettent les managers intermédiaires dans des situations extrêmement difficiles, ce qui pose des problèmes de gouvernance, de top management, qui sont souvent des gens, parce que c'est des hommes et des femmes, qui sont déconnectés du terrain. Et il faut le dire et le redire. Même récemment, un patron de PME, il n'y avait pas grand monde, on était sur quelques dizaines de personnes qui voient les choses complètement en hélicoptère. Ce n'est pas qu'une question de grand groupe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose où vous avez complètement raison, c'est la question du contexte. Moi, je le dis souvent, c'est comme l'éducation. Il y a des fois, à ces enfants, on ne va pas leur expliquer pendant une demi-heure qu'ils vont tester les doigts dans la prise pour voir comment ça fonctionne, le 220 volts, etc. On leur dit, c'est comme ça. Tu dois aller à l'école, c'est comme ça. Tu t'habilles, on y va. Et on ne négocie pas tout. Et il y a une question de contexte, et ça, c'est un vrai savoir-faire. Quelquefois ralentir, quelquefois accélérer. Mais il n'y a pas de… Et la dernière chose que je dirais, c'est un peu cette évolution sociétale, mais qui est bien au-delà du management, qui est on veut tout. On veut tout de suite. Première explication, c'est les technologies, le web et le marketing. C'est-à-dire que le consommateur en nous a tout de suite. Tout. Moi, hier, j'ai commandé un bouquin sur Amazon, je l'ai ce matin. Voilà, et je n'ai pas attendu que la librairie l'ait en rayon pendant une semaine. Vous voyez ce que j'ai ? C'est tout de suite. Et on n'est pas des gens blancs et noirs. Le consommateur en nous, il a tout de suite. Mon manager, c'est un manager Amazon. J'exige tout de lui, je veux tout. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe où on travaille de moins en moins, mais on attend tout du travail. Et là, il y a une vraie réflexion aussi à se dire, après tout, c'est 7 heures par jour, enfin, à peu près. 7 heures par jour, est-ce que je ne peux pas, de temps en temps, ne pas exiger qu'on m'aime, ne pas exiger qu'on soit tout le temps à mon écoute ? Vous voyez, il y a une forme aussi, sociétalement, de parce que je le vaux bien, qu'on a tant valorisé, de L'Oréal, qui fait que ces attentes sont, je pense, exorbitantes. Alors, il faut faire attention, et je termine là-dessus, sur les loupes. Loupe consultant, loupe recherche, loupe médiatique. Les médias mettent toujours la loupe sur quelque chose qui gratte, qui fait mal, la personne mise en avant. Loupe juridique. Maintenant, les plaintes de plus en plus possibles. On ouvre aussi des choses, on libère des paroles. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte sociétal où la personne du management incarne la contrainte quelque part, et c'est difficile d'accepter la contrainte. Et c'est vrai qu'un manager qui dit, comme un prof, comme un parent, qui dit non, qui dit c'est pas le moment, et ça peut être accepté si en effet il est reconnu. Ça, on le voit très très bien. Mais ça demande du métier, ça demande des savoir-faire, ça demande des techniques, ça demande des prédispositions, et c'est pas simple. Alors là aussi, on a une variété de situations. Moi, je côtoie énormément d'étudiants qui sont par exemple en contrat d'apprentissage, en Bac+5. Honnêtement, là, j'en suis une vingtaine actuellement. Il n'y en a pas un qui n'est pas dans une forme d'acceptation, content de son travail, qui aime son manager. Il ne faut pas que tout soit noir non plus. Isabelle, alors on approche de la fin de Oui. notre cercle de management, là, ce matin.
Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions sur lesquelles on peut répondre, auxquelles on peut répondre avec Isabelle. N'hésitez pas à intervenir. Moi, j'en ai une là qui me taraude un peu l'esprit là, depuis que je vous entends. Par rapport à cet esprit de service et cette, comment on va dire, cette ou versus manager pouvoir. Est-ce que tu as, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que c'est quand même étroitement lié aussi à des cultures d'entreprise, à des cultures managériales. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a des environnements d'entreprise, est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont plus propices justement à ce que tel ou tel type de management se mette en place et que par rapport à ce que tu observes, est-ce que c'est lié à des secteurs d'activité? Est-ce que c'est lié au top management? Enfin, voilà, peut-être conclure sur cet environnement qui permet d'installer tel ou tel type de pratique managériale, voilà, d'approche managériale. Comment tu vois les choses, Isabelle? La question est immense, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'interaction, dans la co-construction et qu'il y a des questions d'adéquation. Il y a des personnes qui ont besoin d'être cadrées, qui ont besoin d'avoir un manager très autoritaire qui va leur… voilà, on le connaît tous, hein, cette situation. Il y en a d'autres, il faut tout le temps discuter le bout de gras avec eux pour leur faire quelque chose. Là aussi, hein, le manager, c'est aussi dans une équipe, j'ai 10, 15 personnes dans mon équipe, j'ai des personnalités très différentes, des attentes très différentes, les personnes vivent elles-mêmes des situations. Donc, on est vraiment dans une capacité d'adéquation, d'adaptation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est le moment. Hein, les entreprises ont des moments de crise, des moments où tout va mal, des moments où ça va bien. C'est vrai que c'est plus facile de prendre du temps quand tout surfe sur la vague que dans les moments où il faut licencier. Voilà, c'est cette capacité, vous parliez de résilience et vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que je fais du contexte qu'on me donne et comment je le gère au mieux? Ça, c'est très important. Tu cites la gouvernance. C'est Mao qui disait le poisson pourrit toujours par la tête. Moi, je suis désolée, mais ce que j'observe, c'est que c'est imprimé par la gouvernance, qu'elle soit un patron ou une patronne de PME ou un grand… voilà, et souvent, ils ne sont pas tout à fait en phase entre le discours, quelqu'un le disait tout à l'heure, et la réalité du terrain. Et un des grands problèmes, c'est souvent la dissonance. Parce qu'après tout, je rentre dans l'armée, je sais que ça sera militaire, je le sais, et c'est comme ça que ça se passe. Mais si je rentre dans une entreprise où on me dit marque employeur, tout va être, on est à votre écoute, ça va être sympa, et puis que vous vivez, comme je l'ai vu dans des startups, tout le contraire, avec du harcèlement, etc., la dissonance est terrible. Et c'est ça qui, souvent, le problème de l'alignement est un vrai, vrai sujet. Limite à l'alignement où, je répète, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'ai vu des gens très bien vivre. Mon manager est un vrai, voilà, un vrai garde-chourme, mais à la limite, il le sait, il le dit et je m'adapte. Tu vois, je pense qu'il y a… C'est peut-être plus… Tu parlais d'authenticité, moi je crois beaucoup à ça. L'authenticité, la sincérité et peut-être après, en effet, l'adéquation, l'adaptation pour éviter… ce que font trop d'entreprises, c'est du blue washing. Hein. On est inclusif, on adore nos salariés, on est au service d'eux, mais dans la réalité, c'est absolument pas ça. Ça serait pour être l'objet d'un prochain cercle. Hein, Le blue washing. on a le blue washing, sans trop tomber non plus dans la caricature. Hein, c'est important. Et c'est tout le travail que tu nous aides à faire, Isabelle, de prise de recul. Voilà, pour ressortir un peu des émotions qu'on peut avoir en tant que, par exemple, manager ou autre dans nos entités respectives. Je voudrais remercier tout le monde pour votre présence ce matin. Je pense qu'on a pas mal échangé. Alors, c'est vrai que bon, on a un sujet focus hein, à chaque fois, mais c'est vrai qu'après, évidemment, la question du management est passionnante. Donc, on peut prendre des travers pour revenir vers le sujet principal qui nous réunit aujourd'hui. En tout cas, merci à tout le monde pour votre présence. Bon, pour tous ceux qui occupent la fonction managériale, moi, je vous encourage à rester dans cette fonction parce que ça reste un métier passionnant, humain et comme le disait Isabelle, je crois aussi essayer d'être le plus authentique possible. Hein, même si parfois il faut gérer des contradictions, ça fait partie du métier et voilà. Et donc, faut Mais faire Damien, avec. l'authenticité, c'est aussi de savoir dire je me suis mal conduit, mes mots dépassaient ma pensée. Vous voyez, c'est aussi ça. Vous me connaissez, alors, on ne peut pas tout accepter, hein, mais
il peut y avoir aussi un travail sur soi de sincérité vis-à-vis des autres. Et la notion de pardon, elle est très forte en entreprise, ou la notion de rattrapage, pas tout le temps et toujours, mais l'authenticité, elle est vraiment payante. Je crois qu'on a besoin d'authenticité et de simplicité. Je pense que beaucoup d'entreprises ont beaucoup trop sophistiqué leur méthode de management, beaucoup trop sophistiquée, et du coup, tout le monde est perdu. Le sens est perdu, la relation à l'autre est perdue. Ça aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse un peu. Moi, j'ai vu des DRH récemment qui disaient « j'ai tout décollé des murs, j'ai tout arrêté et je suis revenu à des choses très simples. Des rendez-vous, des réunions, on se parle, voilà. » Et Très bien. Merci Isabelle. Merci donc, je te fais passer les slides parce que la question a été bien posée. sûr, bien sûr. Et Adèle vous va aide vous envoyer à, tous les à vous éléments. remémorer tous ces messages très foisonnants. Et à très vite pour un prochain cercle du management avec Groupe IGS Formation Continue. À très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.